Il est 19 h, bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition. À la une de l'actualité de ce vendredi, l'hécatombe se poursuit à l'OPH. En un an, 3 directeurs nommés, le dernier vient de poser sa démission. Pourtant, sa performance est saluée par le personnel. C'est donc l'incompréhension, le pays, lui, cherche un remplaçant. 36e jour de conflit social dans le secteur des hydrocarbures et un statu quo qui perdure entre direction et syndicats. L'essence commence à manquer dans les îles, les Tavanas sont inquiets. Diamant d'une mémoire, les sites archéologiques en Polynésie sont riches et pourtant délaissés. Certains experts continuent d'œuvrer pour préserver ces lieux chargés d'histoire. Rencontre avec l'un d'entre eux dans ce journal. Alors comment mieux préserver les sites? Comment œuvrer pour ce métier? Comment convaincre la jeunesse de son intérêt? Autant de questions abordées lors des premières assises de l'archéologie. Elles se sont terminées hier. Pour en parler, nous recevons ce soir Anatawari Tamari de la Direction de la Culture. Victoire des indépendantistes à Taïwan, alors que Pékin considère le territoire comme l'une de ses provinces. Véritable bras de fer entre les deux pays, l'enjeu est de taille dans l'axe Indo-Pacifique. La France et la Polynésie peuvent-elles incarner une troisième voie? Nous avons posé la question à des experts. Il n'aura pas fait long feu au poste de directeur de l'OPH. Oreihomana Teururei a déposé sa démission il y a 3 jours. Une décision motivée selon lui pour raisons personnelles. Sauf que les employés, eux, ne comprennent pas, car l'homme a permis en seulement 4 mois d'écouler la dette de 4,5 milliards de francs. Et celle des loyers impayés est en passe d'être soldée. Quoi qu'il en soit, sa démission a été actée par la ministre du Logement. Les précisions avec Ismaël Tayata et Jérôme Lee. C'est une happy end qui finit plutôt mal. Un directeur de 32 ans, brillant, disons-le, dépêché pour rétablir la situation financière de l'Office polynésien de l'habitat. Oreihomana accomplit sa mission avec brio. Lorsque j'ai pris mes fonctions, nous étions à 4,5 milliards de dettes fournisseurs. Il ne s'agit pas de déficit, mais de dettes fournisseurs. Et à l'heure où je vous parle, en ayant consulté les chiffres, nous avons payé, sur la période d'octobre à décembre, 4,5 milliards de ces factures qui, pour certaines, avaient une ancienneté à plus d'1 an. Il reste cependant 1,9 milliard de loyers impayés. Bien heureusement, le flux de trésorerie de l'OPH permettra d'ici peu d'apurer ce stock de factures, ce qui en soi est une très bonne nouvelle. Depuis l'année dernière qu'il était avec nous, on comptait à peu près 2 ou 3 mois. Il a fait beaucoup de choses pour l'OPH. C'était un challenge qu'il voulait relever et pour moi, ce que je regarde, il a bien travaillé pour nous. Mais tout part en vrille avec la démission de ce directeur si performant. L'incompréhension des employés va s'amplifier en apprenant la nouvelle par voie de presse. Un directeur ne peut pas démissionner comme ça. Il a fait du bon travail. Alors il veut mettre un autre. Je ne sais pas si ça va marcher. Et là aujourd'hui, j'ai dit que j'attends la réponse du ministre. Pourquoi il a fait ça, comme tu dis. Une décision actée par la ministre qui, de son côté, a lancé un appel à candidature. Un jury composé des décisionnaires de l'OPH choisira qui sera leur nouveau patron. Je pense que les membres du conseil d'administration connaissent bien le fonctionnement de l'OPH, connaissent bien les besoins de l'OPH et nous avons aussi des représentants du personnel. Je les inviterai à faire partie de ce jury. Au moins, je pense que dans l'immédiat, ça sera très partial. Et même, j'ai demandé à ce que les ministres ne soient pas les jurys tout de suite. En attendant, Toriki Ateni prend les rênes de l'administration par intérim. Sera-t-il lui aussi candidat au poste? Pas de réponse pour l'instant. Oreihomana Teururei devra lui attendre la confirmation du Conseil des ministres. Sa sortie est prévue fin février. 5 semaines de conflit et toujours pas l'ombre d'un dénouement. Les discussions entre syndicats et direction du secteur des hydrocarbures sont au point mort. Conséquence directe, la pénurie d'essence dans les archipels se fait de plus en plus ressentir. Professionnels et administrés sont inquiets. Les Tavanas des Tuamotu-Gambier lancent un signal d'alarme. On fait le point avec James O et Mirko Venfo. Au 36e jour du conflit social, les grévistes gardent le moral malgré un mois de décembre compliqué financièrement. Chacun est parti voir la gestionnaire et demander à reporter un peu la échéance. Comme moi-même aussi, on a accepté, heureusement. Selon les grévistes, des rencontres ont lieu en ce moment avec les employeurs pour tenter de débloquer la situation,
Mais pour l'instant, c'est toujours le statu quo. Personne n'a flanché. Peut-être au niveau de la famille, il y a eu des hauts et des bas par rapport aux revenus de la maison. Mais au jour d'aujourd'hui, on est tous solidaires. Quelques centaines de mètres plus loin, les goélettes ont repris du service après un mois de congé annuel. Si les navires sont remplis à ras-bord, il manque tout de même un élément essentiel pour les gens des îles. Cette année, j'ai commandé 150 fûts d'essence. Alors, j'ai à peu près 300 demandes et on m'a livré 88. En sachant que les demandes de l'année dernière, du dernier voyage, vont être honorées en partie par ce nombre de fûts, mais pas les nouvelles commandes, quoi. Si les conséquences de la grève sont peu visibles à Tahiti, dans les archipels, c'est tout le développement des petites économies insulaires qui risque d'être paralysé incessamment. Ça devient problématique aujourd'hui, l'hydrocarbure dans les îles. Il y a 2 jours, le Nukuhau étant passé dans nos communes et la distribution de carburant, elle est partagée entre la population qui la demande. Si cela venait à perdurer dans le temps, effectivement, les îles vont être impactées. Du côté des fournisseurs d'hydrocarbures, rien ne filtre pour l'instant au sujet des négociations. Et pas de signature non plus aujourd'hui concernant le conflit autour du gaz. Cette fois, la CSIP travaille sur le protocole d'accord. Les syndicats et la direction ont rendez-vous lundi. Pas de grève donc pour l'instant. Plus de 5000 sites recensés, 200 seulement classés. La Polynésie est un territoire riche et prometteur pour les archéologues. Parmi ces mains en or qui prennent soin de ces lieux chargés de mémoire et d'histoire, Mark Edowes, un Néo-Zélandais. Le spécialiste arpente depuis des décennies les îles pour rénover l'art séculaire des marais. Il entend former des jeunes du pays à ce savoir-faire. L'intérêt est réel, les touristes sont nombreux à demander la réhabilitation de ces sites. Direction Paia pour une rencontre avec Stéphane Ratino et Maroki Dury. Ces pierres assemblées sont le diamant d'une mémoire, la même où les croyances des hommes ont bâti à force de volonté des monuments. Des intelligences dont la conservation des gestes et le précis technique sont devenus la spécialité de Marc. Cet archéologue venu de Nouvelle-Zélande vit à Tahiti depuis 40 ans. Son art de la rénovation des marae dans la pureté de jadis l'a vu passer d'île en île. Sur chaque chantier, il a son équipe polynésienne. Quand je suis venu de Nouvelle-Zélande, je n'ai pas poursuivi une carrière universitaire. C'est un choix personnel. Moi, j'avais envie que l'archéologie sert à l'éducation de les jeunes de le pays. Et depuis 1985, je travaille toujours avec une équipe locale, n'importe où j'allais. Et là, depuis 2016, on a 3 jeunes qui travaillent avec moi, qui est vraiment formés. Et ces lieux historiques qui furent un temps délaissés ont retrouvé une nouvelle jeunesse. Dans l'écriture du tourisme durable, ils sont devenus incontournables dans un itinéraire polynésien, parce qu'ils disent beaucoup de l'âme d'un pays. À Paia, ces touristes allemands sont sous le charme. Je ne sais pas vraiment ce qu'est ce lieu, mais on nous a dit que c'était un lieu important, notamment pour les prières. Les gens venaient ici pour prier avant l'arrivée des Européens. Et les chefs se réunissaient également ici afin de discuter les bonnes solutions pour les problèmes. L'objectif de Marc est de rénover ces marae à l'identique du savoir-faire ancestral, un art de la géométrie et des équilibres qui ignore tout du ciment. Cette logique de perfection est le cœur d'un compagnonnage. Depuis des années, ces jeunes Polynésiens accumulent une science de l'exactitude. Beaucoup de travail. Et tu sens, toi, un mana quand tu travailles sur des lieux comme celui-ci? Oui, des fois. L'archéologie demande des moyens publics. Les archéologues attendent un financement pour la 3e tranche des travaux du marae de Paia. La relève locale est prête à soigner les pierres de la mémoire. Et pendant 3 jours, des experts se sont réunis autour des premières assises de l'archéologie. 3 jours pour faire un état des lieux et réfléchir à l'avenir de ce métier. L'heure est désormais au bilan. Ce soir, nous recevons en plateau Anatoari Tamari, archéologue et chef de la cellule patrimoine culturel à la direction de la culture. Yaorana. Merci d'être avec nous. Alors, lors de ces assises, plusieurs points ont été soulevés. Parmi eux, l'importance de poursuivre cette activité puisqu'elle participe à la construction de l'histoire de la Polynésie. Alors, comment procéder? Est-ce que vous êtes arrivé à définir la manière pour y arriver?
Oui, alors l'idée de ces assises, finalement, c'était de faire un bilan, une sorte de photographie de l'archéologie, de comment elle fonctionne, de dresser finalement des constats et ensuite, surtout, de formuler des recommandations pour que les politiques publiques elles puissent avoir entre leurs mains une feuille de route destinée à établir cette politique sectorielle en matière d'archéologie et finalement donner les moyens à ce milieu pour que l'on puisse travailler et mener une politique ambitieuse en matière d'archéologie. Alors justement, vous estimez qu'il faut avoir une certaine transparence, qu'il faut pratiquer un métier inclusif, c'est-à-dire intégrer la population. En quoi est-ce important d'intégrer la population à ces recherches-là et comment faire pour justement faire participer la population ? Alors il y a 2 points. Le premier, c'est que les communautés locales sont le socle même de notre métier. C'est-à-dire que sans les communautés locales, en tant qu'archéologue, on ne peut pas travailler. Le second point, c'est que le métier que l'on fait, c'est avant tout à destination des populations locales. Là, le reportage était plutôt tourné vers la sphère touristique, mais c'est vrai que quand on est passionné par l'archéologie, on souhaite avant tout restituer finalement le résultat de nos travaux aux populations locales. Et comment vous allez faire pour pouvoir les intégrer peut-être à la recherche ? Alors, il y a plusieurs moyens, mais le premier, c'est de jouer la carte de la transparence, c'est-à-dire de les intégrer dès le départ, dès la naissance du projet, et ce, jusqu'à la restitution. Et ça fait partie de la déontologie de l'archéologue et de son éthique, c'est-à-dire de la posture de l'archéologue face aux autres. Manque de moyens humains et financiers, ça fait partie des points justement de ces assises. Et aujourd'hui, il y a un problème de professionnalisation, il y a un manque de professionnels. Comment vous allez combler ce problème et comment vous allez former les futurs archéologues ? Alors effectivement, il y a un manque de moyens à la fois humains et financiers. Humains tout d'abord, parce qu'aujourd'hui, on est très peu d'archéologues sur le territoire, dans le service public même. Pour un territoire aussi vaste que l'Europe, nous sommes que 2 titulaires. Un 3e archéologue en contrat à durée déterminée. Ça fait très peu finalement pour répondre aux urgences liées à notre patrimoine. Et donc il faut sensibiliser la jeunesse, il faut que les jeunes Polynésiens sachent qu'il y a un métier d'avenir d'une certaine manière dans le milieu de l'archéologie, mais qu'il faut également diversifier les profils. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a certes des archéologues, mais il faut des spécialistes. Il faut des gens capables de mener des grandes opérations d'archéologie préventive, parce que d'une certaine manière, on va tendre vers cette archéologie préventive et il nous faut des profils variés. Alors, vous parliez de la jeunesse. Comment inciter aujourd'hui la jeunesse à ce que vous appelez un métier d'avenir ? Alors, il faut les sensibiliser et ça commence dès l'école. Il faut les accompagner, il faut communiquer autour des métiers du patrimoine parce qu'effectivement, il n'y a pas que l'archéologie. L'archéologie est de par nature une discipline pluridisciplinaire. Donc, il faut sensibiliser notre jeunesse polynésienne pour qu'elle puisse prendre en charge ce lourd héritage qui est le nôtre. Très rapidement, quelles sont les priorités là demain, c'est-à-dire en termes de direction, de perspective ? Alors, très rapidement, si on devait synthétiser les choses, je pense que ce qui est sorti en tout cas des assises, c'est qu'il y a une nécessité de restructurer finalement la filière d'archéologie, et je parle d'archéologie publique en tant que service public. Et il y a également une nécessité de pousser la jeunesse polynésienne à se former. Alors certes, il faut partir pour se former en archéologie d'une certaine manière, mais il faut que le pays soit capable aussi d'accompagner ces jeunes, tout comme ils nous ont accompagnés, pour faire de ce métier quelque chose de concret à l'avenir. Oui. Merci beaucoup. Je rappelle donc que vous êtes archéologue et chef de la cellule patrimoine culturel à la direction de la culture. Merci beaucoup. Maruru. C'est une douche froide pour Pékin. L'indépendantiste Lai Ching-te a remporté les élections présidentielles taïwanaises. L'homme s'inscrit contre tout projet d'unification entre Taïwan et la Chine. La tension est montée d'un cran entre les 2 pays. Notre voisin du Pacifique, Nauru, a aussitôt pris position. Ce petit territoire a choisi de rompre ses liens diplomatiques avec Taïwan et d'apporter son soutien à la Chine. Des relations diplomatiques à surveiller de près dans cette zone indo-pacifique à laquelle appartient la Polynésie. Les explications avec Lucille Guichet et Patrick Tingsing. Une simple vidéo sur Facebook et un communiqué publié dans la foulée.
Le président de Nauru annonce rompre ses relations diplomatiques avec Taïwan et soutenir la Chine. L'élection de Lai Ching-te à la présidence de Taïwan, indépendantiste opposé à tout projet d'unification, ulcère l'empire du milieu qui use de la diplomatie du chéquier. Nauru a dû se dire c'est le moment de surenchérir, de voir qui va pouvoir nous aider au mieux économiquement. Et ce pays, qui est une petite population de moins de 13 000 habitants, qui est sur une petite superficie de 21 km², a profité de cette opportunité. Et je pense que ceux qui avaient une offre incitative économique plus aidante et plus intéressante était la Chine. Aujourd'hui, les soutiens s'effritent. Seuls 12 pays reconnaissent encore Taïwan, dont 3 dans le Pacifique, alors que la Chine se voit déjà comme première puissance mondiale à l'horizon 2049 avec l'annexion de Taïwan. Dans ce bras de fer, chacun des 2 pays promet des aides financières aux petits pays insulaires voisins. Dans l'Indo-Pacifique, la France et la Polynésie peuvent incarner une 3e voie. La France est membre de l'Indo-Pacifique parce qu'elle a des territoires. Nous sommes le seul pays européen à être membre de l'Indo-Pacifique. Et donc, clairement, la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française sont presque en droit, entre guillemets, à demander, à participer justement à ce jeu international. Et de fait, ils sont dans ce jeu international grâce au Forum des îles du Pacifique. Entre 2008 et 2021, Taïwan a octroyé près de 400 millions de dollars aux pays du Pacifique, lorsque la Chine y a investi 4 milliards de dollars, 10 fois plus. En échange de leur reconnaissance. Et restons au cœur du Pacifique, mais direction les Tuamotu. Opération élagage pour l'équipe DTNJ de Ho. 2 employés sont intervenus dans une zone de l'atoll où la végétation est dense, notamment suite aux précipitations de ces derniers mois. L'objectif, élaguer les branchages et autres obstacles naturels qui peuvent abîmer les installations et occasionner des coupures d'électricité. Les explications avec Gérard Ferry, chef d'exploitation, au micro de Mathieu Allot. Ce que c'est qu'une branche frotte le câble, use le câble sur 2 câbles, donc avec les intempéries, le sel, ça fait un pont électrique et ça fait un flash. Et donc ça perturbe le réseau, ça peut arrêter la centrale et ça peut détruire une partie du réseau. Et largons les amarres, cette fois vers le sud, à Tubuai, aux Australes, où 240 collégiens se sont entraînés à évacuer leur établissement lors d'un exercice incendie. À leur côté, des experts, 5 pompiers et un policier municipal. Camions citernes, véhicules de secours et d'assistance aux victimes, les soldats du feu ont déployé les moyens pour intervenir sur cette simulation d'un sinistre déclaré à l'étage du collège. L'évacuation s'est déroulée dans le calme, encadrée par le personnel. Une attitude louée par Alexandre Tahuhuterani, sapeur-pompier volontaire, et Willy Veho, le principal du collège. Ils sont au micro de Roheyari Areva. Le chef d'astreinte vient sur les lieux justement pour faire sa reconnaissance et voir par rapport avec le chef d'établissement est-ce que l'effectif était bien évacué suivant leur protocole qu'ils ont mis en place. Et le reste, c'est nous qui s'occupons avec mes sapeurs-pompiers engagés. C'est le 2e exercice incendie pour l'établissement. Ce sont des exercices obligatoires pour assurer la sécurité des biens et évidemment des personnes. Nous sommes tenus à faire au moins 3 exercices incendie dans l'année. Une visite tout en beauté pour illuminer la journée des enfants du village SOS Papara. C'est une coutume chaque année. Miss Tahiti 2023 et Miss Heiva ont passé la journée auprès de ces jeunes âgés de 3 à 18 ans. Tressage, baby-foot, danse, les reines de beauté ont participé aux multiples activités préparées par ces enfants. Un moment de partage et de pur bonheur, comme le confie Ravaheri Siyouf. Elle est au micro de Jérôme Lee. Les enfants sont toujours émerveillés de rencontrer la Miss Tahiti. Et puis il y en a aussi qui me disent qu'après elles veulent devenir Miss Tahiti. Donc si je peux les inspirer ou même leur apporter un peu de sourire, c'est pour ça que je suis là. Ça permet, je pense, d'échapper un peu leur quotidien qui est souvent pas facile. C'est un moment de partage et puis ils reçoivent aussi des petits cadeaux. Donc voilà, un petit Noël après l'heure, on va dire. C'est un honneur d'être invité dans cette association, de passer ce moment avec eux. Et ça apporte toujours beaucoup de bonheur et puis merci aussi aux partenaires qui sont là pour les aider.
C'est la fin de cette édition. L'information principale de ce vendredi. Discussion au point mort entre les syndicats et les directions du secteur des hydrocarbures. Le manque d'essence se fait sentir dans les archipels et inquiète les professionnels et particuliers. Du côté du gaz, pas d'avancée non plus. Le protocole d'accord n'a pas été signé. Prochain rendez-vous lundi. Au programme de votre soirée, la série Bloodlands, suivie de l'émission Tous à la Réunion. Les prochains rendez-vous de l'information, demain matin dès 7h sur vos ondes radio Polynésie la Première, avec Heipoua Teuira et David Chang. Merci pour votre fidélité. Excellente soirée à tous. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet